Bonjour à toutes et tous. La 23e édition de la Semaine du Son de l'UNESCO va se dérouler du 19 janvier au 1er février 2026 partout en France avec Pascal Lamy et Barbara Pravi qui seront nos parrains et marraines. Comme chaque année, une journée sera dédiée aux questions de santé auditive et à ces problématiques qui touchent de plus en plus de personnes dans notre société. Et nous aurons le plaisir d'accueillir le 20 janvier à l'UNESCO des chercheurs, des spécialistes de tous les domaines qui détectent, soignent les personnes touchées par des problèmes d'audition. Parmi nos invités, et avant qu'elle ne nous rejoigne à l'UNESCO, nous avons le plaisir de rencontrer aujourd'hui Rose Penel, qui va être un peu notre ambassadrice santé, afin de partager avec nous son parcours, ses projets, le tout dans un esprit positif. Bonjour Rose. Bonjour. Merci avant tout de nous accueillir dans le décor de votre podcast. Oui. Alors pour vous présenter brièvement, je dirais que vous avez tout juste 25 ans. Vous êtes conférencière, comédienne. Vous avez créé un podcast Coffee with Rosie et de nombreux internautes vous suivent pour écouter vos conseils. Vous avez aussi écrit un ouvrage intitulé Vivre avec une surdité, le son de la vie, publié chez Mango. J'aimerais pour commencer notre entretien que vous nous parliez un petit peu de vous et de ce qui vous a incité à rejoindre la Semaine du Son de l'UNESCO cette année. Eh bien, bien sûr. Moi, il faut savoir que je me suis lancée sur les réseaux sociaux il y a quelques années. Et quand je me suis lancée, en fait, je me suis rendu compte de... En fait, à la base, c'était par pur plaisir que je me suis lancée parce que j'adorais l'humour. Et l'humour, c'est ce qui a fait que j'ai accepté aussi mon handicap. Et en fait, en me lançant, j'ai commencé à créer une communauté avec des personnes qui étaient concernées par la surdité, plus ou moins. Il y avait parfois des parents ou des proches, même des personnes qui n'étaient pas forcément concernées. Et je me suis rendu compte en fait de ce qui se passait. Et dans ma vie, j'ai vécu beaucoup de difficultés en fait. Et c'est là que j'ai pris conscience en fait quand on me donnait ce rôle aussi de porte-parole et on me faisait prendre connaissance par les messages des difficultés qu'il existait encore aujourd'hui, de discrimination, de problèmes dans l'accès à l'éducation, l'accès aux soins. Et c'est comme ça que j'ai pris conscience de l'importance de ces sujets et que je me suis engagée. J'ai eu la chance de pouvoir vous rencontrer, vous, et de prendre conscience aussi de ce que vous faites. Et je trouve que je me sens hyper alignée avec les valeurs que vous véhiculez et aussi ce combat qui est aussi un peu commun. Donc je suis ravie de vous rejoindre en tout cas pour cette semaine du son. Merci Rose. Alors je vais revenir à votre parcours. Vous dites que jusqu'à vos 8 ans, vous avez compensé votre malentendance. Comment et que ressentiez-vous à l'époque ? Alors moi je suis née en an 2000 et les tests auditifs se faisaient pas automatiquement à la naissance. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je suis passée à la trappe et que comme ma famille est entendante et que j'étais la seule petite fille concernée en tout cas à l'époque dans ma ville, j'étais à Orléans, par les problèmes de surdité, et ben j'ai commencé à compenser en fait. Et sans me rendre compte, je sentais au fond de moi qu'il y avait un vide, c'est-à-dire que je sentais que j'étais pas forcément comme les autres enfants, que je mettais des petits stratagèmes en place pour échanger avec les autres, que parfois je répondais des trucs comme si je devais survivre et je trouvais plein de stratagèmes pour y arriver, où par exemple je regardais la tête des personnes et je savais si c'était une question ou pas une question, j'arrivais à deviner. Et c'est passé pendant 8 ans. Et surtout ce qui s'est passé c'est que les ORL, parce que mes parents à un moment donné ils commençaient à se douter de quelque chose, parce que les professeurs pensaient que j'étais un peu insolente parce que j'entendais pas les consignes, parce que je me rangeais pas comme tout le monde quand ça sonnait. Et les ORL leur disaient non, tout va bien, vous inquiétez pas, votre fille va très bien. Et malgré les otites aussi, ils disaient c'est normal, il n'y avait aucun problème. Voilà. Et puis il y a cette visite chez l'ORL, chez un ORL en particulier, qui comprend que vous lisez sur les lèvres. Il se met derrière vous. Oui. Et là, ça ne marche pas, effectivement. Et il trouve que vous êtes à moins 40, moins 50% d'audition. Quelle était la réaction de votre famille ? Mais ils étaient complètement choqués parce que déjà cet ORL, c'était un ORL remplaçant, donc il remplaçait mon ORL de base. Et vous imaginez un parent qui ne connaît pas la surdité, qui n'en a jamais entendu parler, qui ne connaît pas le handicap, parce que dans ma famille, il n'y a personne qui a
de handicap et qui voit sa petite fille qui a vécu de 0 à 8 ans avec un sens en moins et moins 50% d'audition. On parle quand même de trous quasiment dans toutes les phrases. Et mes parents, j'étais vraiment triste pour eux parce qu'on parle aussi des aidants qu'on met pas assez en lumière. Et ils se sont beaucoup culpabilisés. Ils ont eu très peur pour moi et ils ont fait de leur mieux en tout cas pour essayer que je me sente le moins différente possible. Voilà. Dans votre ouvrage, vous citez Henry Ford qui disait « Quand tout semble être contre vous, souvenez-vous que l'avion décolle face au vent et non avec lui ». En regardant votre parcours, personnellement, j'ai le sentiment que ça vous correspond totalement. J'aimerais savoir comment s'est déroulé le temps de l'adolescence et le milieu scolaire, enfin tout ce que vous avez un peu vécu. Au début, le milieu scolaire, quand j'étais en primaire, ça se passait plutôt bien. C'est-à-dire que j'avais pas conscience de ce que c'était le handicap de la surdité. J'étais très bien accueillie, les petits pensaient que j'avais un super pouvoir, que c'était pas du tout un sujet. Voulaient me piquer mes appareils, par exemple. Ils pensaient que je faisais partie des Totally Spies. Chose que je mentais, bien sûr, je dis que je faisais partie de ce groupe d'espionnage. Voilà. Et en fait, c'est plus au collège où là, j'ai compris que j'allais passer un sale moment. Parce qu'en fait, on parle, au-delà de la surdité, d'exclusion sociale aussi, d'isolement et de santé mentale, et il y a tous ces sujets. Et malheureusement, j'étais dans un collège qui ne connaissait pas la surdité, ils n'étaient pas sensibilisés. Les profs, tout le monde, et j'étais la seule aussi concernée. Et j'ai vécu beaucoup de harcèlement scolaire, beaucoup de difficultés dans mon éducation, des profs j'ai subi de l'humiliation de la part de professeurs. Et c'est là qu'on se demande aussi, peut-être qu'il y a des choses aussi à faire progresser pour que les élèves, en tout cas, soient mieux accueillis aujourd'hui. Ça, c'était le temps scolaire. Après, vous découvrez votre surdité complète. Oui. Ça. Alors, évidemment, aujourd'hui, vous êtes implanté cochléaire et j'aimerais savoir si est-ce que l'implant cochléaire a été pour vous une évidence pour vivre vos passions, parce que je sais que vous adorez la musique, vous adorez le théâtre, vous êtes comédienne. Et est-ce que ça s'est imposé spontanément, parce que c'est quand même une opération assez lourde? Alors, il faut savoir que déjà, ma mère est musicienne. Donc, je suis née avec la musique. Ma mère me jouait déjà de la guitare quand j'étais bébé, même dans son ventre. Donc j'avais un rapport au son qui était très particulier, donc voilà. Et quand je suis devenue sourde totalement, donc à l'âge de 19 ans, où j'étais en pleine année de fac, ça a été un peu un choc. Même si j'avais déjà accepté mon handicap quelques années avant au lycée grâce à du coup aussi l'humour et à mes super amis. Mais là on me dit l'implant cochléaire, chose que je ne connaissais pas. Sur les réseaux, personne n'en parlait, personne n'avait vécu. En tout cas, on parlait sur les réseaux sociaux, c'était que des vidéos d'opération, donc pas très rassurant. Et je me suis lancée. Est-ce que ça a été une évidence? Pas vraiment au début. J'ai commencé surtout à faire le deuil finalement de me dire ok, même si je n'entends plus, c'est ok. Et j'ai commencé à connaître la communauté sourde, la langue des signes, la richesse de cette communauté. Puis quand même, j'ai voulu essayer parce que j'avais ce lien avec le son. Ça a été un choix qui a été fait personnel avec le cœur. Et du coup, c'est là que j'ai franchi le cap de faire l'opération. Mais je dirais pas que c'est la solution, parce que je sais que c'est une solution qui ne marche pas pour tout le monde, malheureusement. Mais en tout cas, ça m'a ramené avec ce lien avec le son, même si aujourd'hui, j'ai aussi accepté être dans le silence. Donc, vous aimez le silence? Oui, hein, ça, toujours. Quand on s'est rencontrés la première fois, vous m'avez dit, vous nous avez dit à moi et Christian Hugonnet, quand vous voulez être tranquille, voilà. vous débranchez, si je puis On dire, met en mode off. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti après, justement, après l'opération, à partir du moment où le son est revenu à vos oreilles, en fait? Alors, ça a été très particulier parce que, en fait, je pensais que ça allait être comme dans les vidéos, c'est-à-dire que j'allais pleurer dès l'activation, dès le câblage. Et en fait, finalement, pas du tout, parce que déjà, j'avais déjà un peu entendu avant. Et ce qu'on m'a pas forcément dit, c'est que c'est vraiment comme une nouvelle naissance. Et du coup, ma mère filmait pendant 10 minutes. Elle attendait que ça y est, je pleure de l'émotion, etc. Et en fait, rien du tout. Et du coup, je demande à la dame quand est-ce que vous allumez l'implant, parce que bon, je me suis fait opérer, ça fait 2 semaines que j'ai vécu des choses un peu compliquées. Et elle me dit, bah en fait, madame, ça fait 10 minutes que c'est allumé. Et là, je me dis, ah, ok. Du coup, en fait, ce petit son que j'entends au fin fond de mon cerveau, un truc comme une petite goutte de pluie,
c'est ça en fait, c'est comme ça que ça commence. Et ça a été de nombreux mois de rééducation, de travail, et finalement qui se sont transformés en fréquences. Après j'ai entendu les graves, puis les aigus, puis les mots, puis les voix d'hommes-femmes, j'arrivais à les distinguer. Et la musique ensuite. Bien sûr, ça évolue, c'est extraordinaire. J'ai vécu une nouvelle naissance, ça a été assez fou. Mais voilà, c'est beaucoup de travail et c'est pour ça que je sensibilise à ça pour les personnes aussi qui se font implanter. De façon plus générale, est-ce que vous pensez que le regard sur le handicap est beaucoup évolué dans notre société? Et j'ajouterai une question, qu'est-ce qu'il faudrait selon vous pour que les choses avancent, tant au niveau des pouvoirs publics que du regard des gens? C'est vrai que le regard des autres et tout ce qui est au sujet du handicap, ça a évolué bien sûr. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites ces dernières années. Il y a eu les Jeux paralympiques, il y a eu une meilleure visibilisation, plus de conférences, plus de choses, même grâce aux réseaux sociaux. Les gens ont commencé de plus en plus à témoigner sur ces sujets qui pour moi étaient hyper importants. Tous ces tabous sont partis, mais aujourd'hui, il y a encore trop cet étiquetage, c'est tous ces préjugés, cette peur. Et je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire pour que, au-delà du regard des autres, qu'on n'ait plus cette étiquette en fait du mot handicapé qui est encore très présent et qu'on voit la personne pour ce qu'elle est, pour ses compétences, pour ce qu'elle sait faire. Et après, que ce soit juste elle a un handicap, on s'adapte, mais que ce soit plus un sujet. Voilà. Ouais, vous dites souvent que vous êtes une personne avant d'être un handicap. Oui, voilà. exactement. C'est exactement ça. Alors, dans votre livre, vous évoquez le parcours des épreuves vécues qui vous ont fait aboutir à deux expressions importantes, c'est l'acceptation et l'amour de soi. À partir de votre expérience, j'aimerais savoir comment on y parvient dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Comment on parvient à cette acceptation et cet amour de soi? Alors c'est une question qui est quand même très complexe parce que ça dépend du parcours de chacun, de comment on est entouré, de comment on vit les choses, du travail qu'on fait. Enfin, il y a énormément de facteurs. Mais je dirais qu'aussi, il faut accepter ces moments qui sont moins bien, ces moments où on doute. Je trouve que c'est ce qui nous forge en fait et ce qui fait qu'on arrive aussi à la meilleure version de nous-mêmes, c'est-à-dire dans une version où on s'en fiche du regard des autres, on est très centré sur soi, sur nos besoins, sur l'amour qu'on a de soi et ça nous permet de mieux nous entourer, de faire un travail où on est aligné et d'être en phase avec son handicap et d'accepter d'avoir des besoins, d'accepter de ne pas toujours être au max. Et c'est un travail qui est compliqué parce qu'avec les réseaux, il y a beaucoup de gens voilà, qui sont parfaits, avec tout l'aspect un peu superficiel. Et moi, j'essaye de pousser les gens à faire ce travail, prendre le temps peut-être d'aller pas bien à des moments, mais au final, ça conduit à quelque chose d'exceptionnel qui est la résilience, qui est plein de belles choses. Donc voilà. C'est un peu ce que vous faites, puisqu'aujourd'hui vous êtes conférencière, oui, mais aussi comédienne, et vous vous êtes lancée sur les réseaux en 2022. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles conditions et pourquoi vous avez décidé de faire ça en fait? Alors, pourquoi je me suis lancée sur les réseaux et que j'ai fait tous ces petits métiers à côté? En fait, c'est parti d'un alignement. J'avais une envie de partager ce que je vivais au quotidien et de la vision que j'avais de la vie parce que je pensais que le handicap c'était toujours quelque chose de très négatif. Et moi, je le voyais comme quelque chose de parfois marrant. Je vivais des situations hyper drôles, des choses, et j'avais envie de les partager. Et je pense que tu avais déjà peut-être vu des vidéos. Oui. Et c'est là que ça a commencé à créer une communauté. Et que je me suis du coup lancée, que j'ai pu faire aussi rendre visible tout ce qui est implant cochléaire, tous ces sujets, et briser ce tabou. Et les conférences, ça a été un peu la suite, donc le livre qui s'est fait naturellement, où il y a beaucoup de jeunes qui peuvent s'y retrouver. Et faire des interventions ou conférences pour impacter et sensibiliser pour, à mon échelle en tout cas, essayer de faire changer quelques mentalités, de faire bouger les choses, je dirais indirectement, mais en parlant avec le cœur et en disant, en parlant de mon histoire, mais en évoquant des choses que j'ai pu apprendre. Alors, il est vrai que dans votre podcast, vous donnez des conseils et vous parlez des nouvelles technologies. Et cette année, la semaine du son, c'est son,
et innovation, Oui. donc ça tombe très bien. Pour vous, quelle est l'avancée technologique majeure dont vous ayez connaissance en matière d'inclusion auditive, si on peut pas. Alors, il y a eu pas mal de choses un peu différentes, je dirais. Il y a eu, on avait parlé tout à l'heure des sacs à dos vibrants, par exemple, où j'avais pu rencontrer une start-up qui avait créé ça pour créer d'autres sensations pour les personnes sourdes qui, du coup, n'ont pas un rapport au son comme on peut avoir et qui peuvent apprécier la musique grâce aux vibrations. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une super avancée, même dans le monde du spectacle, dans les loisirs, etc. Et aussi, pour l'autonomie des personnes sourdes, j'avais pu rencontrer une jeune start-up qui était en train de créer, parce que moi, je vis seule aujourd'hui. Et quand on a un handicap, l'autonomie, c'est aussi un grand sujet. Et ils avaient créé toute une espèce de prise connectée qui détectait tous les sons, qui les filtrait avec des LED. Enfin, il y avait tout un truc dans l'appartement. Et en fait, ça te prévient, par exemple, s'il y a de l'eau qui coule, s'il y a quelqu'un qui toque, si tout ce qui peut se passer, un réveil et tout. Une alarme incendie, d'ailleurs, parce que c'est très important. Ouais. Et j'ai trouvé ça chouette parce que c'est des petites choses comme ça qui font avancer les choses. Donc, et avec l'IA aujourd'hui, les transcriptions, il y a encore plein de choses qui sont en train d'être mises en place. Plein de territoires à découvrir. Ouais. Dans l'une de vos dernières vidéos, vous alertez les jeunes sur le problème de la surcompression des sons, qui est un sujet qui est cher à Christian Hugonnet, qui est le président de la Semaine du Son, comme vous le savez. Et puis une question sur laquelle la Semaine du Son s'investit aussi avec des chercheurs, entre autres de l'Institut Pasteur. C'est un sujet qui vous touche particulièrement pour que vous en ayez fait une vidéo? Bien sûr, parce que déjà, moi j'ai toute ma famille qui est entendante. Donc j'ai l'impression d'avoir eu ce rôle aussi de porte-parole. Et au-delà du fait que je suis déjà touchée par la surdité, j'aurais pu ne pas prendre conscience de ce message. Mais finalement, comme j'ai que tous mes amis qui sont entendants, toute ma famille, bah, je me dis, j'ai aussi envie de leur faire prendre conscience que les oreilles, c'est pas... on ne sait pas ce qui peut se passer aujourd'hui avec la surcompression. On est face à un danger et c'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est aussi une super plateforme pour faire de la prévention. Et c'est pour ça que j'avais fait cette vidéo il y a quelques mois pour en parler. Et quand tu vois des messages comme des jeunes qui se disent « Ah merci, je vais faire attention » ou « J'avais pas pris conscience de ce que c'était qu'un acouphène » ou que je pouvais perdre aussi ce sens, et ben on se dit que finalement c'est hyper important. Voilà. Vous avez 25 ans aujourd'hui. J'ai envie de vous demander quels sont vos projets pour l'avenir. Alors, quels sont mes projets pour l'avenir? Je dirais que déjà le monde artistique, j'ai vraiment envie de développer ce monde, le monde du cinéma, parce que c'est aussi grâce au théâtre que je m'exprime aujourd'hui comme cela. J'ai beaucoup travaillé pour poser ma voix et le monde artistique aussi, c'est quelque chose qui me touche profondément. Donc évoluer et faire passer de plus en plus de messages et m'épanouir pleinement. Voilà. Pour terminer, j'aimerais savoir si vous auriez quelques conseils à donner aux personnes qui rencontrent des problèmes d'audition ou de surdité. Un message d'espoir. Ouais, que dans tous les cas, la lumière arrive, qu'après la pluie viennent les fleurs. Ça, c'est alors, c'est pas parce que je m'appelle Rose, mais un peu. Mais parce que d'accepter aussi ces moments où on se cherche, parce que c'est OK. Et c'est aussi l'occasion d'apprendre à mieux se connaître, de connaître ses limites, ses besoins. Et d'après, vivre sa vie pleinement. Et en tout cas, la surdité, c'est pas du tout un frein. Que vous puissiez être appareillé ou non, il y a tellement de choses. On voit juste le monde différemment. Et c'est une singularité, alors soyez-en fiers. Voilà. Merci beaucoup Rose pour cet entretien. Je rappelle que nous aurons le plaisir de vous retrouver ainsi que de nombreux chercheurs et spécialistes des questions auditives dans le cadre de la journée santé qui se déroulera, je rappelle, le mardi 20 janvier 2026 au sein de l'UNESCO, et j'invite tous ceux qui nous écoutent à nous rejoindre pour cette journée. À très bientôt donc. À bientôt.